troisième point, troisième pan du jaurésisme, donc c'est le pacifisme et l'internationalisme. Alors ça c'est peut-être, à la fois connu, mais c'est ça aussi qui est, quand j'ai préparé un petit peu mon propos, j'avoue que j'ai lu des choses que je ne savais pas. Hein, c'est une des grands sujets de réflexion de Jaurès, ça a été l'armée. Hein, l'armée, la guerre, la nation, la patrie. Hein, et on a une vision un peu schématique du pacifisme de Jaurès. Hein. Jaurès n'était... c'est là où c'est pareil, hein, c'est une énigme, c'est compliqué chez lui, c'est dialectique. C'était un internationaliste, c'était un pacifiste, mais c'était aussi un patriote. Hein. Il croyait à la patrie. Hein, il croyait à la patrie, mais évidemment la patrie... Qu'est-ce qu'il entendait par patrie, hein? Il disait il n'était pas pour la suppression des patries, mais leur anoblissement. Hein, c'est-à-dire que pour lui, il fallait réintégrer aussi la patrie dans le socialisme. Hein, par exemple, dans le manifeste de 1848, il est écrit « Les ouvriers n'ont pas de patrie », et selon lui, c'est une boutade, parce que la patrie, ça fait partie de la psychologie de la collectivité. Et il y a une bonne manière de faire patrie, et donc, ce qu'il prône, c'est une patrie qui soit tournée vers l'internationalisme. Hein, la nation doit être dépassée par l'unité idéale de l'international des nations. Donc, il souhaite la libre fédération de nations autonomes. Donc là, certains y voient des embryons de construction européenne, etc., etc. Et alors, autre chose intéressante, c'est que Jaurès n'est pas un pacifiste béat. Hein, et par exemple, il était très intéressé par les questions militaires. Et une de ses œuvres maîtresses, c'est l'Armée nouvelle, qu'il est publié en 1910, qui était au départ un rapport parlementaire, alors qui va lui valoir les foudres de la CGT et de Jules Guesde. Hein, c'est paradoxal parce que il est mort, Jaurès, parce qu'il était pacifiste. Il ne voulait pas la guerre, il avait dit qu'il y aurait la grève générale, hein, ce qui faisait dire à Maurras que Jaurès c'est l'Allemagne, mais en même temps, il défendait l'armée, mais pas du tout la même armée que l'extrême droite. Pour lui, l'armée, qu'est-ce que c'était? C'était l'armée dans la nation. Hein. C'est-à-dire qu'il considérait qu'il ne fallait pas une armée professionnelle, et qu'il fallait... l'armée devait être une espèce de milice populaire et démocratique. Les officiers devaient être élus par les soldats, et pour lui, c'était la condition de la paix et de la lutte contre la guerre. Parce que ce qu'il reprochait à l'armée, c'était de s'autonomiser du pouvoir politique. Et si l'armée était pleinement démocratique, si l'armée était pleinement populaire, eh bien, les ouvriers ne voudraient pas faire la guerre. Hein, voilà. Donc, d'où son opposition à la loi de 3 ans sur l'allègement du service militaire, son opposition à Briand sur cette question, et aussi, alors ça c'est aussi très intéressant, son souci de géopolitique, hein, il était féru de géopolitique, il écrivait beaucoup de tribunes dans l'Humanité, la Dépêche de Toulouse, de stratégie militaire. Voilà, je termine donc en conclusion hein, sur la postérité de Jaurès. Alors, donc figure tutélaire, totem de la gauche, véritable mythe. Il y aurait plein de choses à dire. Hein. D'abord pour dire que Jaurès n'a pas eu forcément l'audience qu'il a aujourd'hui. Hein. Raoul Villain, celui qui l'a assassiné, par exemple, est amnistié en 1920. Il est acquitté. Il est acquitté, pardon. Et Louise Jaurès, l'épouse de Jaurès, est condamnée à payer, payer les frais du procès. Exactement. Donc dans un contexte nationaliste. Hein. Donc le pacifisme de Jaurès est plutôt repoussoir après la Première Guerre mondiale. Bon. Donc il y a plusieurs redécouvertes de Jaurès. Hein. Jaurès va être donc sa dépouille est transférée au Panthéon en 1924. Au moment du Front populaire, c'est le Jaurès de l'unité qui est convoqué par l'antifascisme. Il y a une lutte entre communistes et socialistes dans les années 20 pour s'approprier l'héritage de Jaurès.
La Société d'études jaurétiennes est créée dans les années 50, et puis Jaurès va être investi à la fois par Blum, évidemment au congrès de Tours, puis par d'autres figures politiques comme Mitterrand plus tard ou Laurent Fabius qui va consacrer un certain nombre de textes aussi. Donc chacun un peu à son Jaurès. Bon. Et donc Jaurès, il y a des lectures très différentes de Jaurès. Il y a une lecture un peu irénique et lisse qui le dépouille de des aspects subversifs, pour ne considérer que son réformisme, son réalisme, son pragmatisme, son gradualisme. Et puis il y a une lecture plus complexe qui va tenir à parler debout son souci du changement social. Il dit, je le répète, le socialisme est révolutionnaire, et en même temps son souci de prendre en compte les changements de la société. Alors je termine peut-être, pour finir sur une note d'espoir, par une citation de Vincent Duclerc sur Jaurès, qui écrit « Il savait transmettre une confiance dans la capacité de la politique à changer les destins individuels et collectifs, capacité à toujours dépasser les situations difficiles et à ne jamais s'enfermer dans des voies sans issue. » Voilà, donc je pense que ces paroles peuvent être inciter à une forme d'optimisme dans cette période de désorientation que tu évoquais tout à l'heure. Voilà, merci de votre attention. Merci Rémi. Alors, on va nous passer la parole. Je voudrais faire deux points de contextualisation parce qu'effectivement, par rapport à l'époque de Jaurès, je pense qu'il est bon de revenir sur quelques éléments qui peuvent aujourd'hui dérouter, notamment ce que tu disais tout à l'heure sur l'antisémitisme, le concept de race. Jaurès a fait pire par rapport à Dreyfus que ce que tu as dit tout à l'heure. Il a demandé que Dreyfus soit exécuté et passe au peloton exécution, puisque c'était un traître. C'était la vie partagée par la quasi-totalité de la classe politique au début de l'affaire. Mais effectivement, le rapport aux Juifs dans la population et dans la classe politique était complètement biaisé, puisque tout le monde considérait que les Juifs c'était la banque juive, grosso modo c'était les Rothschild. Quand on parle de Juifs à l'époque dans le débat politique, c'est ça. C'est pas du tout les petits commerçants ou les petits artisans ou les petits ouvriers qui en partie arrivaient de l'Alsace occupée par l'Allemagne impériale, comme les parents de Blum par exemple. Jaurès, qui va faire une petite tournée en Algérie française de l'époque, va définir l'antisémitisme courant dans la population européenne de ces territoires en disant que l'antisémitisme c'est le socialisme des imbéciles. Voilà. Et par ailleurs, pour remonter un peu plus loin, Karl Marx expliquera qu'il aura beaucoup de facilité à théoriser son concept de lutte des classes, de lutte de classe, après avoir lu Ernest Renan, qui avait lui-même théorisé le concept de lutte des races. Voilà. Ça permet de resituer le vocabulaire et la nature des débats de l'époque. Juste aussi un point sur, on va dire, le spiritualisme de Jaurès, qui a été élevé dans le catholicisme et qui finira vraisemblablement dans une sorte de déisme très philosophique. Voilà. Mais Jaurès va soutenir 2 thèses, comme ça se faisait à l'époque pour devenir docteur ès lettres. Sa première thèse s'appelle de la réalité du monde sensible, donc qui est très évanescent, et sa deuxième thèse en latin, puisqu'à l'époque on faisait 2 thèses, une thèse en langue vulgaire et une thèse en latin, et sa thèse en latin s'appelait, je vous l'épargne en latin, s'appelait Des origines allemandes du socialisme chez Luther, Kant, Fichte et Hegel. Donc cet intellectuel éduqué dans le catholicisme méridional, les origines allemandes du socialisme viennent aussi de Luther, donc du protestantisme allemand. Donc, voilà. Et puis enfin, pour terminer là-dessus, au moment où on commence la canonisation de Jean Jaurès après sa mort et au lendemain de la Première Guerre mondiale, et alors même que l'assassin de Jaurès va être acquitté,
c'est Léon Blum qui est chargé d'écrire un texte pour la formation des chères têtes blondes socialistes et des jeunes socialistes qui s'appelle Pour être socialiste ou de quoi est né le socialisme. Et à un moment, justement, il revient sur des éléments spiritualistes que je vais vous dire, et il écrit dans ce texte-là: « Je n'entends pas soutenir que tous les sentiments généreux et désintéressés de l'âme humaine ne se sont manifestés dans le monde qu'avec les doctrines socialistes. Ils sont plus anciens s'ils ne sont pas éternels. L'instinct de justice, de solidarité, de la moralité humaine, qui trouve aujourd'hui son expression dans le socialisme, a tout au long de l'histoire revêtu d'autres formes et d'autres noms. C'est cet instinct qui a fait la force des religions modernes, puisque toutes, à leur naissance, dans leur première phrase de prosélytisme populaire, se sont tour à tour adressées à lui. » Voilà. Donc c'était aussi une autre époque. Vous verrez un responsable socialiste dire la même chose dans les années 50, 70, 80 ou même aujourd'hui. Il serait tout de suite taxé de dangereuse collusion avec anti-laïque. Voilà, on est effectivement dans d'autres considérations. La parole est à vous, vous avez le droit de poser des questions ou d'intervenir là. Dominique. Moi j'ai une simple question et une remarque sur l'actualité dont je partage tout ce qui a été dit. Évidemment, la question c'est plus par rapport à une remarque que font souvent des hommes politiques de gauche, je pense à Michel Rocard par exemple, lorsqu'il dit finalement le Parti Socialiste depuis 1905 a toujours été clivé en deux, et c'est le clivage Jaurès-Gued éternel. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce clivage-là. Il l'a encore dit l'autre fois. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je voulais avoir ton opinion de spécialiste, si je puis dire, parce que je ne sais pas comment toujours l'argumenter. C'est-à-dire, voilà, en gros, moi, je ne le ressens pas comme ça. Je ne vois pas aujourd'hui le Parti Socialiste d'aujourd'hui entre des Jaurésiens et des guédistes qui s'affrontent. Franchement, là, je me demande qui est Jaurésien au Parti Socialiste. Je trouve qu'il n'y en a plus beaucoup. Des guédistes avec Ben Lurec, il y en a plus. Hein, donc voilà, donc, je ne vois pas à quoi fait allusion Michel Rocard. Est-ce que, pareil, on a dit Mitterrand, Rocard, la première et la deuxième gauche. En gros, Mitterrand, ça serait Jules Guesde et donc Rocard, Jean Jaurès. Bon voilà, là franchement, j'ai beaucoup de mal. Alors pourquoi on nous assène toujours ce fameux, et ça sert encore aujourd'hui pour dire, voyez, hein, quand même, Manuel Valls, c'est Jean Jaurès finalement, hein, et les autres, bah, c'est Jules Guesde, les pauvres archaïques là, qui sont ouvriéristes du Nord, etc. En pensant évidemment à Martine Aubry, hein, c'était pas, voilà. Et donc voilà, pourquoi ça fonctionne, alors que ça n'a aucun rapport avec la réalité, parce que moi je veux dire, Jules Guesde, et je suis content que tu l'aies dit, parce que moi j'étais souvent le seul à me dire dans ma tête, aujourd'hui Jules Guesde c'est lutte ouvrière, et voilà, je pense qu'aujourd'hui les guédistes c'est lutte ouvrière, c'est tout, même le NPA, il est plus guédiste, hein, voilà, donc il est plus à droite si je puis dire. Donc voilà, donc il y a toute une recomposition de la vie politique, hein, qui fait qu'aujourd'hui, nos débats politiques ne sont pas des débats de la gauche de l'époque. C'est-à-dire que là, il y a véritablement plus qu'une... On parle de droitisation, c'est plus qu'une droitisation, là, c'est un autre univers aujourd'hui. Hein. Donc le Parti Socialiste d'aujourd'hui, déjà quand on a fêté en 2005 le centenaire, on rappelle que c'était François Hollande qui était aux manœuvres, bon, voilà, qu'est-ce qu'il avait gardé déjà? Moi j'ai trouvé que le dernier, disons, vestige un petit peu du socialisme français, c'était le gouvernement de Lionel Jospin. Je trouve que depuis, c'est terminé. Enfin, moi, voilà, j'ai l'impression, le socialisme français, à mon avis, celui-là, il est terminé. Il va en être un autre, mais celui-là, il est terminé. Je pense que le Parti Socialiste n'a plus que le socialiste que le nom, aujourd'hui. Hein, mais il n'a plus rien, en tout cas, il n'a plus rien de socialiste avec du socialiste dont il parle. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Et qu'on nous le ressasse, hein, le socialisme, comme une liturgie. Hein, il y a un côté rituel, hein, comme autrefois en Union soviétique, on nous fascinait avec le marxisme-léninisme. Il n'y avait rien de marxiste-léniniste, l'Union soviétique, surtout à la fin. Par les surtout marxiste. Surtout marxiste. Voilà. Léniniste, et aujourd'hui, on est socialiste, mais ça ne veut plus rien dire. Ça n'a plus de sens. En tout cas, voilà, c'est ça mon point de vue. Et j'irais, pour terminer, la preuve, c'est que si je me trompais, je me disais, voilà, ça veut dire que les gens, ils adhèrent en masse, les jeunes sont socialistes, tant mieux. Mais là, c'est pas vraiment le cas qui se passe. Hein. C'est-à-dire que les gens, au mieux, enfin, comme tu as dit tout à l'heure, au mieux, ils pensent que c'est encore une abstraction, une illusion, ou
Ou un mensonge. Ou encore, on est bien gentil. Oui. Mais par contre, je finis avec ma dernière remarque, c'est sur le clivage gauche-droite. C'est vrai qu'il est né à l'issue de la Révolution française, que d'abord la gauche elle était institutionnelle, elle était pour la République, la droite et la monarchie. Au XXe siècle, c'est la lutte contre le capitalisme, en gros. Être socialiste, c'est être anticapitaliste. D'ailleurs, Mitterrand nous l'a rappelé, à la rupture avec le capitalisme, on va l'éliminer. On a vu ce que ça a donné, mais bon, en tout cas, mais il y avait les mots. Il y avait les mots. Alors là, il n'y a plus de mots. Là, il n'y a même plus de vocabulaire socialiste. Il n'y a rien. Donc c'est quoi la gauche du XXIe siècle? La gauche du XIXe, c'est la République. La gauche du XXe, c'est le socialisme, l'anticapitalisme. Et la gauche du XXIe. Vaste programme. Ouais. Anne, Ouais. et puis peut-être encore un camarade, et puis après on fera quelques réponses. Et, J'allais Anne lui et puis répondre Sophie. J'allais lui répondre gentiment qu'est-ce qu'il faisait encore là parmi toute cette assemblée à parler de Jaurès, si vous ne croyez pas. Oui, voilà, et puis dire aussi qu'il y avait quand même un certain nombre d'initiatives et de gens qui ne sont pas forcément encartés PS et qui forment heureusement en général, sauf les dernières élections, les 4 dernières, mais qui forment le gros de l'électorat et qui ont foi en un progrès social. La difficulté, c'est peut-être maintenant, je dirais, peut-être sans être très vieille, d'articuler la lutte des classes et ce que tu appelais le gradualisme. Voilà. On a à la fois l'impression que même la jeune génération qui est connectée avec tout ce qui se passe dans le monde, au Bangladesh, ailleurs, comprend cette lutte des classes. Et en même temps, a l'impression que rien n'est possible et qu'il faut aller à petits pas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une articulation, une maturation politique qui n'arrive pas à se faire. Mais en même temps, où tous les éléments sont là pour qu'on reste dans ce débat. Il n'y a jamais eu autant de COP là, qui fleurissent là, que depuis l'année 2015. De scope, de choses comme ça, d'entreprises solidaires, de projets, de briques et privés. Donc il y a quand même des choses qui sont porteuses d'espoir. Évidemment, c'est pas le gouvernement actuel qui fait qu'on se roule par terre, ni les syndicats, même si c'est mais je veux dire, le taux de syndiqués, le taux de votants, on est dans un... C'est plutôt ça qui peut faire peur, quoi. Donc, mais je pense que le nom de Jules Guesde, en dehors de militants de lutte ouvrière, de militants socialistes ou d'étudiants à Sciences Po, il n'est pas connu, y compris les 3/4 de nos dirigeants socialistes. Il ne faut quand même pas se leurrer. Le nom de Jaurès, par contre, et les valeurs, et même les valeurs, voilà, elles sont dans les livres d'histoire. Et là, je crois qu'il y a quand même un combat qui a été gagné. Alors, il y a Sophie, avant qu'on fasse une première réponse de Rémi, et puis je vois derrière, il y a Anas, c'est Noé. Après les premières réponses de Rémi, mais il faudra que ce soit plus court que les questions après. Okay. Vas-y Sophie. Moi ça va être vraiment beaucoup plus spécifique. C'était sur le rapport entre le fait d'être patriote et internationaliste. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient pas mal et qui est vraiment intéressant. C'est vrai que quand on regarde dans l'histoire, on a plutôt l'impression qu'à gauche, il n'y a pas une honte, mais il y a un rapport au patriotisme qui est un peu difficile, où tout ce qui est rapport au drapeau, à toute la symbolique, même républicaine, est plutôt caché. Et ce qui est marrant, c'est que François Hollande, dans sa campagne, il avait pas mal remis au goût du jour. Et du coup, je me demandais si ce rapport compliqué, c'est du fait de cette opposition, en fait, qui est possible de faire entre le patriotisme et l'internationalisme. Est-ce qu'il y a une peur d'être exclusif en disant on est patriote, on est fier d'être français, on aime la France et donc du coup on peut exclure les personnes qui seraient d'origine différente ou même de nationalité différente, ou cette peur de du coup, penser que si on est patriote, si on est fier d'être français, on ne serait pas internationaliste.
Alors Rémi, et puis après Anas et Noé pourront poser des petites questions. Alors, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Dominique sur cette histoire des deux gauches. Et alors, tu as cité Rocard, mais ça va même plus loin, parce que c'est aujourd'hui la doxa historiographique. En fait, les rocardiens Alain Bergogneau et Gérard Grimberg, dans leur ouvrage Le long remords du pouvoir, ont complètement construit l'histoire du socialisme autour de cette opposition. Et d'ailleurs, même Jacques Julliard reprend cette doxa qui n'a absolument aucun sens. Et en fait, c'est une. Alors, pourquoi donc, c'est-à-dire l'opposition entre la gauche du réel et la gauche de transformation. Et puis, on ramène toujours tous les débats à cette matrice. Bon, moi, la réflexion que ça m'inspire, c'est que, de toute façon, le rapport au passé est toujours conditionné par les enjeux du présent. Et donc, en fait, on relie l'histoire, on instrumentalise l'histoire à l'aune des enjeux du présent. Rocard l'a fait en son temps. Et alors, aujourd'hui, Grimberg, qui est un des intellectuels organiques du valsisme, avec Zaiki Laïdi, etc. Grimberg, alors Bergogneau, lui, il est plus... il est plus Bergogneau, on ne sait pas trop. Mais alors, il y a, par exemple, on pourrait passer beaucoup de temps à réfléchir sur ce truc-là, c'est par exemple le truc il y a une expression c'est sur le surmoi marxiste. Ça, c'est dès qu'on est trop de gauche, on est de gauche simplement, on est renvoyé au surmoi marxiste. C'est-à-dire, ça c'est Cambadélis parle régulièrement de ça. Voilà. Donc ça, le surmoi marxiste, c'est l'argument rhétorique massu pour nous ramener au gauchisme. Ou alors, par exemple, autre expression, on n'a pas fait notre aggiornamento, on n'a pas fait notre Bad Godesberg, comme si on avait toujours un de plus à faire pour être vraiment de droite. Non mais c'est fascinant ça. Il y a eu le discours à un moment donné. Alors d'ailleurs c'est compliqué parce que quand on regarde, moi qui connais bien Grimberg et Bergogneau ce qu'ils écrivent, à un moment donné ils nous disent des fois mais ils l'ont fait, on l'a fait. Puis non, finalement on l'a pas fait. Voilà. Donc en fait ce qu'il faudrait c'est être de droite en fait. Voilà. Donc ce discours, cette injonction à des Bad Godesberg recommencés. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Bad Godesberg. Bad Godesberg, c'est en fait le congrès du SPD de 1959. D'ailleurs, c'est très controversé. Il y a une thèse de Sciences Po récente qui a dit que c'était pas du tout. Il y avait un mythe de Bad Godesberg. C'était pas du tout ce qui s'était passé à Bad Godesberg. Donc, c'était bien plus compliqué. Mais en gros, c'est l'idée que le SPD se rallie à l'économie de marché en 1959. Alors, on pourrait dire que nous, nous les socialistes, c'est 83. Moi, je pense que c'est 83. Bon, mais sauf que en fait, on nous redit, je lisais, c'est incroyable. Par exemple, quand le Guen, alors qui est aussi un des théoriciens de la droitisation du PS, théoricien, ça lui fait grand honneur. Mais en fait, il dit là. Dans une interview récente, incroyable, il parle de 2002. En fait, il dit le problème, c'est le 21 avril. Et en fait, on a pas assez. À l'époque, les réformistes ont perdu le combat en 2002 parce qu'on avait considéré que ce n'était pas un accident. Et qu'en fait, le problème, c'était 2002. Donc à chaque fois, il y a toujours l'idée qu'on n'a pas assumé, qu'il faut assumer, ce discours sur assumer, le discours de Valls, c'est l'avantage, on va clarifier, comme si on n'avait pas déjà. Il faut clarifier toujours un peu plus. Clarifier, c'est un jour on sera plus, on sera translucide. Non mais voilà. C'est bon, ça, je pense que c'est assez. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est qu'en fait. Alors pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'en fait c'est une machine à droitiser. Ça permet tout le temps de dire que au lieu de dire il y a une autre manière, il y aurait une autre manière de réagir. C'est qu'en fait là où je pense que Grimberg et Bergogneau ont raison, c'est que le pouvoir a toujours été une épreuve pour la gauche. Ça c'est très clair. C'est vrai en 36, c'est vrai en 56, c'est vrai en 81, parce que évidemment les socialistes sont dans un cadre de domination libérale, économique. Voilà. Donc concrètement, donc là pour le coup, je pense que Grimberg et Bergogneau ont raison de dire qu'il y a alors eux, ils en tirent la conclusion qu'il y a un remords du pouvoir, mais en fait c'est surtout que l'expérience du pouvoir est toujours traumatique pour la gauche. Bon, voilà. Alors,
Sauf si on fait un point de vue. Ouais, c'est ça, municipal, effectivement. Alors, après, sur le rapport entre patriotisme et internationalisme, en fait, il faut quand même rappeler que la nation, c'est la gauche qui l'a inventé, hein, le thème de la nation. Hein. La nation, le thème de la nation émerge sous la Révolution française, et qui a inventé la nation, c'est la gauche. C'est les révolutionnaires. C'est la nation, c'est Valmy, c'est la nation, c'est la souveraineté en fait. Hein. C'est la souveraineté nationale opposée à la monarchie absolue. Bon. Et donc, c'est compliqué l'histoire de la nation à gauche, parce que c'est inventé par la gauche avec l'idée de l'universalisme révolutionnaire. Ça, la nation, c'est une conception ouverte de la nation. C'est la nation, c'est l'idée que les révolutionnaires agissent en Europe contre les royalistes, contre les forces de la réaction. Mais en fait, ils font pas ça au nom de la nation rétractée. Ils font ça au nom de la nation des droits de l'homme. Voilà, ils propagent. Donc c'est une conception ouverte, mais en même temps belliqueuse de la nation. Et puis alors en fait, ce qui se passe, je vais vite, mais au 19e siècle, c'est avec le marxisme prolétaire de tous les pays, unissez-vous, le mouvement ouvrier est internationaliste. Hein, donc effectivement, et donc là, c'est là où il y a un brouillage, c'est que et puis l'extrême droite à la fin du 19e se saisit du thème de la nation. Hein. D'ailleurs, ce qui est d'ailleurs compliqué, puisque Maurras, par exemple, lui était favorable aux petites patries, aux nations. Il y avait voilà, comme il y avait cette idée que la nation, c'était ce qui cassait les communautés. Hein, voilà, donc et pourtant l'extrême droite va préempter le thème de la nation, et puis aujourd'hui c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui c'est vrai que la gauche est très mal à l'aise avec cette idée de nation. Hein. Certains nous disent qu'il faut réinvestir cette thématique pour couper, mais après alors après il y a la question de la construction européenne, voilà, mais bon, enfin, donc c'est des rapports, tu disais des rapports difficiles et compliqués, ça c'est clair parce que parce que après c'est toute la problématique de la souveraineté peut-elle être autre que nationale. Hein, quelle souveraineté hors de la nation, hein, on voit bien le débat là, avec ce qui s'est passé en Grèce en juillet. Il y a tout un débat sur savoir ce qu'il faut, même dans la gauche radicale, un centre d'intellectuels qui Lordon versus Corcuve qui s'en plafonne en disant que Lordon, par exemple, on le reproche de revenir au nationalisme. Enfin, voilà, bon. Je pense que c'est très compliqué. Il y a un débat qui, dans l'histoire de la gauche aussi, revient là-dessus, c'est qu'au moment de la Commune de Paris, en 1871, on exprime le soulèvement du peuple de Paris comme un soulèvement nationaliste contre le défaitisme de l'Empire face aux Prussiens. Il y a de ça, et c'est en même temps plus compliqué, puisque les éléments dirigeants de la Commune de Paris le font pas simplement au nom de la République française et de la nation qui se défend contre l'envahisseur et les capitulars, ils le font aussi au nom de la République universelle, ce qui n'est pas la même chose que l'universalisme républicain. Et la République universelle, c'est appeler l'ensemble des peuples à se soulever, à créer partout des petites communes dont la taille n'est pas d'ailleurs définie, mais des communes révolutionnaires qui à la fin se coaliseront et feront une grande république universelle. Donc on est là aussi dans tout l'ambiguïté du message sur la gauche et la nation, le patriotisme et l'internationalisme. Mais bon, il y a des choses qui ont été écrites là-dessus par Jaurès, il faudrait effectivement réinvestir. Anas et puis Noé. Merci beaucoup. Je parlais de la question de la contradiction. D'abord, c'est la question d'abord de l'individualisme. La naissance de l'individualisme, tu as bien parlé de question de contradiction depuis la Renaissance. Et la question de l'individualisme, la question de la guerre de religion, et même le premier qui était, vous parlez d'individualisme des Racine avec Erasme. Après, on parle avec Descartes, que je pense donc j'existe. Et après, c'est la question de l'individualisme qu'a dit Marx contre. Et là, la question que le salariat de Adam Smith et du capitalisme, de la révolution industrielle, que lui, dans sa question
Marx et la question juive, il était très clair dessus parce qu'il est contre la propriété individuelle. Il n'était pas vraiment contre l'individualisme. C'est cette question que toujours il y a un problème entre le marxisme et l'individualisme. Et la question actuellement, le mélange entre l'individualisme et l'égoïsme, c'est la question de parti, surtout qu'il y a un parti de droite. On peut parler de gauche, mais aussi il y a deux droites. Il y a deux droites. Il y a la droite de Sarkozy qui a dit que la France, pendant sa campagne électorale, qu'il était construit par le roi et l'Église, et parlait toujours de racines chrétiennes de la France. Et bien sûr l'extrême droite, bien sûr aussi Alain Finkielkraut, mais l'autre droite, André Lévy et NKM qui parle de valeurs républicaines qui n'a pas le même discours. Et donc, mais la question de droite aujourd'hui, je pense que c'est une question que nous, on ne parle pas de question de gauche-droite, mais on ne parle pas de question, c'est-à-dire il y a un problème de parler de question de progrès et réaction. Tu as dit qu'on ne parle pas de question de progrès, mais on ne parle pas de question de réaction, c'est-à-dire quand on parle de question de retour à la racine religieuse de la France, on est une question de réaction. Et là, la question dans le discours politique, on ne parle pas de ça. Et après, la question de réel et réel. Franchement, je n'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire avec idéalisme moral. Mais si on parle de Marx, moi je pense pas. Pour moi, je pense pas que Marx, il n'est pas. On parle toujours de idéalisme allemand. Moi, je suis pas pour ce terme. Moi, je préfère dire idéalisme de certains Allemands. Mais après, Marx fait partie de. Pour moi, il fait partie de l'idéalisme. Pourquoi? Parce que la question de l'idéalisme, c'est une question d'horizon. C'est-à-dire, on regarde la réalité, elle n'est pas parfaite, on analyse pour faire le progrès. Et c'est ça la question de. Mais qu'est-ce que ça veut dire réalisme? La réalité, ça veut dire accepter la situation comme elle est. Et ça, c'est la question. Si on est là, on n'était pas arrivé aujourd'hui ici. Noé, pour terminer, et puis il te restera une petite dizaine de minutes pour écouter. Moi, c'était d'abord peut-être plus une réaction par rapport à ce qu'a dit Dominique sur l'argument qui est donné par Rocard et puis toute cette critique sur les deux gauches. Moi, au final, j'ai peut-être une piste pour y répondre. C'est leur dire que oui, il y a deux gauches, qu'il y a bien les guédistes et les jaurétiens, mais qu'en aucun cas les rocardiens sont dans cette famille, que les guédistes, ils sont juste partis en 1920 au congrès de Tours. Jules Guesde, lui, est resté. Oui. En gros, l'idée du guédisme serait partie de la SFIO pour créer le PCF, et qu'au final, cette gauche qui se réclamerait du jurassisme sans lettres, on pourrait peut-être plus la rapprocher d'un mec comme Marcel Déat, c'est surtout très actuel aujourd'hui, et des néo-socialistes qui, au début, avaient un discours très réaliste, entre guillemets, on peut rebondir dessus, sur l'économie, en disant oui, il faut être beaucoup plus réaliste, moins dans la doxa et compagnie, et a fini par terminer avec Maréchal Pétain et avec des collaborationnistes. Plus qu'avec collaborationnistes que Maréchal Pétain, ils étaient collabos et pas pétinistes. Mais avec ce qu'on voit aujourd'hui, notamment sur la déchéance de nationalité et toutes les positions prises par des gens qui sont issus de notre parti, moi je trouve que cette comparaison nous ramène un peu à notre situation actuelle. Et après, Rémi, moi je vais plus te poser une question sur est-ce que tu connais un peu le discours écolo de Jaurès, parce que j'ai entendu Mélenchon des fois en parler, mais sans vraiment avoir de fond là-dessus, alors je ne sais pas si... Première réponse, absolument pas, ça je sais pas. Mais alors, en fait, ce qui est compliqué c'est aussi pour ça que Jaurès suscite des vagues permanentes d'interprétation. C'est qu'en fait, on n'a pas encore réussi à reconstituer toute l'œuvre de Jaurès. Il a tellement écrit de choses dispersées, donc la Société d'études jaurétiennes, Grand Art, etc. Il a écrit sur tout en fait.
Surtout. Donc c'est possible qu'il ait écrit des choses sur la nature, etc. Mais c'est ça qui est, qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas l'exégèse jaurétienne est loin d'être terminée parce que le corpus ne cesse de s'élargir à mesure qu'on découvre des textes, etc. En fait, moi, je suis un peu embarrassé par rapport à la question de comment faire des rapprochements un peu sauvages entre le passé et le présent. Moi, je pense que qu'on peut. Le risque, c'est toujours de l'anachronisme, et qu'en fait, moi, je suis plutôt sociologue que philosophe, donc j'ai toujours je veux toujours contextualiser plutôt les idées. Moi, je ne crois pas aux idées universelles. Hein. Moi, je pense que Jaurès, il est aussi le produit de son temps, et penser, par exemple, que je pense que c'est utile de lire Jaurès, évidemment, mais après. Ça ne doit pas nous exonérer de penser la société contemporaine. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas relevé ce que tu as dit tout à l'heure sur l'articulation qui se faisait pas. Alors aujourd'hui, je pense que la société d'aujourd'hui est très compliquée. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des inégalités très très fortes, il y a une perception de la lutte des classes, mais en même temps, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de conscience de classe. Voilà. Donc moi, je pense que donc par exemple sur les néo-socialistes, ils ont utilisé beaucoup Jaurès dans les années 20, 20-30, marqué DA, ça commence à la fin des années 20 quand même. Oui, mais ils sortent du parti. Ils sortent du parti en 32-33, bon, mais ils ont déjà leur réflexion, ils ont déjà leur revue. Hein. Leur revue est à l'ours à la fin des années 20, ils ont déjà bon, mais dire concrètement, je pense qu'il faut toujours faire attention à dire voilà, c'est quoi l'orthodoxie jaurétienne. Moi je sais pas, je suis pas sûr. Voilà, il faut emprunter, mais faut pas penser que Jaurès nous offre la clé pour tout comprendre, parce que la société a changé. Donc du coup, j'en viens à la question de l'individualisme, ce que tu as dit plein de choses. Moi, quand je voulais dire tout à l'heure idéalisme moral, c'était d'opposer le matérialisme historique et l'idéalisme moral. C'est-à-dire que, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure en recitant le fait que Jaurès considère en fait qu'il y a des origines luthériennes au socialisme. C'est-à-dire que Jaurès, il a quand même... je ne suis pas sûr que chez Marx, la notion de morale soit au centre de sa réflexion. Hein, il est matérialiste, il étudie l'idéalisme. On peut considérer que le marxisme était un idéalisme, mais que je suis pas philosophe, mais Jaurès est un lecteur de Kant, donc il a investi la question de la morale, qui est une question un peu bourgeoise pour Marx. Voilà, donc il fait bien la synthèse entre des choses qui sont alors intellectuellement pensées comme opposées. Alors après, est-ce qu'elles le sont réellement ? Ça, je ne me prononcerai pas. Et sur ce que tu dis, sur la réaction, pourquoi on n'utilise plus aujourd'hui le terme de réaction pour stigmatiser ou disqualifier des discours sur les origines chrétiennes ? Moi, je pense que la réaction, je vous rappelle que le terme de réaction, qui était utilisé par Daniel Limppenberg là, sur les nouveaux réacs, son essai là, qui a été réactualisé, qui a été réédité à la République des idées. Et justement, il voulait la réaction, c'était le mouvement anti-révolutionnaire. C'est-à-dire, c'était l'idée que les révolutionnaires avaient dit la révolution c'est le sens de l'histoire, et les réactionnaires c'est ceux qui voulaient revenir en arrière, c'est-à-dire donc revenir sur le progrès. Et donc je pense que le fait qu'on puisse plus parler de réaction, et que finalement aussi on voit très très bien que dans notre propre parti les gens qui nous critiquent considèrent qu'on est archaïque, c'est que le sens de l'histoire a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sens de l'histoire, c'est, dans le discours valsiste, c'est le libéralisme. Et tous ceux qui vont contre ce sens de l'histoire sont ramenés à l'archaïsme, au conservatisme. Et donc ça, c'est terrible parce que c'est vrai qu'on perd cette bataille culturelle-là. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a... ça dépend de quel point de vue on se situe, mais dans la presse, dans une partie de l'opinion publique, on la perd. On apparaît comme défendant, comme étant conservateur.
Hein, c'est terrible, hein, mais c'est terrible, ce coup de force symbolique. Mais c'est ça qui se joue. Et voilà. Mais après, le problème, c'est que aujourd'hui, le progrès, hein, le progrès, quand on relit les textes à la fin du 19e, et même dans les années 30, même 81, il y avait le progrès, c'était cette espèce de vision de l'histoire, où les choses allaient s'améliorer. Hein. Les choses allaient s'améliorer parce que les droits étaient étendus, parce que, voilà, aujourd'hui, l'idée de progrès, alors je ne dis pas que... En tout cas, elle est plus opérante. Hein, c'est plus une croyance anthropologique à laquelle se raccrochent les individus. Hein, c'est aussi le rapport au temps qui a changé, mais en même temps, tout à l'heure, mais je terminerai peut-être là-dessus, tu disais qu'est-ce que c'est la gauche du 21e siècle. Je sais pas, il faudrait peut-être restaurer l'idée de progrès, mais aujourd'hui, on voit bien, quand on parle de l'avenir, c'est la catastrophe écologique, c'est le déclassement, c'est le déclinisme. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, la gauche s'est identifiée à une philosophie du changement social. Qui était à la fois une croyance, qui était aussi une théorie. Hein, une théorie, Marx disait, voilà, qu'est-ce que va être le temps, qu'est-ce qui va venir, c'est ça. Aujourd'hui, quel penseur dit ce qui va arriver, quel est l'horizon? Il n'y a plus d'horizon, en fait. Hein. Et je pense que ce qui est terrible, ce qui est tragique un peu dans la situation de la gauche aujourd'hui, c'est que faute d'horizon, eh bien, on est dans une espèce d'accommodement, de compromission avec... voilà, enfin bon, moi je suis peut-être un peu... bon voilà, donc je pense que... C'est pour ça que de ce point de vue-là, je pense que c'est intéressant de relire Jaurès ou des auteurs comme ça, c'est de dire à quel point le socialisme, il était aussi... ancré et accroché à des croyances, à l'espoir, en fait. Hein, l'espoir. Hein, moi, j'avais été marqué, c'est un bouquin qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais critiqué dans le monde diplomatique. Vous vous souvenez peut-être, c'est le bouquin de l'Italien Raffaele Simone, qui avait écrit un bouquin sur le monstre doux, en fait. Et je trouvais que c'était et en fait, il disait que aujourd'hui, ce que propose la gauche, c'est le sacrifice, et qu'en fait, elle est pas, voilà, le capitalisme, c'est la consommation, c'est le plaisir, c'est l'hédonisme, c'est la jouissance. Et qu'en fait, face à cet imaginaire, la gauche ne propose que le sacrifice ou l'effort. Hein, ou alors, voilà. Bon, voilà. Moi, je pense, c'est pour ça que la question d'imaginaire, elle est fondamentale. Voilà. Merci. Merci Rémi, on va pouvoir te libérer dans quelques minutes pour que tu ne loupes pas ton train. J'ajoute, avant que les camarades te suivent aussi, pour répondre un peu à ce qu'ont pu dire certains revenants qui apparaissaient dans certaines questions, notamment ce débat sur les deux gauches perpétuelles et Jaurès-Gued. Moi, je pense qu'on a tous du Gued et du Jaurès en nous, perpétuellement. Je connais un député socialiste qui n'est pas forcément des plus révolutionnaires, même s'il est à la motion B, donc aujourd'hui, ce qui rassemble toutes les ailes gauches des plus radicales aux plus molles du Parti socialiste, qui s'appelle Gwenaël Bui, qui est le suppléant de Marie-Lise Lebranchu, et qui, quand il était président du mouvement des jeunes socialistes, nous disait « Moi, Jules Gued, c'est mon modèle, c'est ma Bible ». Et régulièrement, il nous sortait une petite brochure écrite par Jules Gued qui expliquait comment devait fonctionner une organisation politique. De fait, le compromis de l'unification, la création du Parti socialiste unifié, section française de l'Internationale ouvrière, entre Gued et Jaurès, on continue d'être là-dessus. On avait une déclaration de principe marxiste, on avait une organisation de parti plus ou moins marxiste, et on avait des grandes figures municipales ou parlementaires qui faisaient la réalité de la politique du parti, que ce soit Jaurès ou d'autres plus compromettantes ou compromises en termes de politique du réel,
que ce que peut être le socialisme municipal, et que sur ce sujet, il y aurait beaucoup à en dire, quand aujourd'hui on sait que la différence entre une politique de droite et une politique de gauche dans une mairie, c'est à peu près 2% du budget. Voilà. Mais grosso modo, même quand Michel Rocard fait son discours sur les deux gauches au congrès de Metz en 79, outre le fait qu'il ne ressasse pas forcément d'ailleurs le débat entre Gued et Jaurès, il va chercher ses références plus loin, il va aller chercher chez Proudhon, il va, etc., où aussi il y a à boire et à manger, du bon et du meilleur, et que même chez Rocard, il y a du Gued et du Jaurès. Et quand il était secrétaire général du PSU, en 67, où il y a un on le voit d'ailleurs toujours aujourd'hui dans ses positions. Il peut être ultra droitière et qui parfois est très à gauche. Très à gauche. On peut reprocher beaucoup de choses, mais Michel Rocard est un des grands connaisseurs aussi de Karl Marx, pas que Jaurès. Michel Rocard, secrétaire général du PSU en 67, écrivait dans un bouquin qui devait s'appeler d'ailleurs à l'époque Michel Rocard parle, interview par entretien avec Jacques Julliard. C'est pas une blague, c'était comme ça, voilà. Et où il explique quelle est sa définition de la révolution socialiste. Parce qu'à l'époque, secrétaire général du PSU, il faut expliquer ce qu'est la définition de la révolution socialiste. Et il reprend une définition qui est jaurétienne, mais qu'au définitif n'aurait pas renié Jules Gued, en tout cas dans ses derniers moments, qui est tout simplement la révolution socialiste, c'est la transformation de la société, c'est la transformation du modèle économique et social, et c'est pas le putsch d'une avant-garde éclairée, plus ou moins soutenue par une partie de l'armée, ce qu'a été la révolution bolchevique. Et notamment en 1920, quand vient le schisme entre communistes et socialistes en France, pourquoi Jules Gued reste à la SFIO, alors qu'une partie de ses idées auraient été défendues par des gens qui n'étaient même pas adhérents au Parti socialiste quand il l'a réunifié avec Jaurès, c'est parce que justement Jules Gued lui-même voit, alors qu'il est à deux doigts de mourir, que la révolution bolchevique, ça va merder grave, parce que c'est une petite élite éclairée qui va subjuguer ce qui aurait pu être un des grands élans de l'humanité avec la première révolution, les soviets et machin, où les soviets, il n'en reste plus rien quelques mois après que Lénine ait pris le pouvoir. Voilà, c'est tout.